Salut Olivier, ça va? Salut Valentin, ça va très bien, je te remercie. Merci de m'accueillir. Déjà très heureux de rediscuter. On a travaillé ensemble il y a un petit moment. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je suis Olivier Sica-Gravier, je suis associé chez KPMG et je suis spécialisé sur les opérations de deal et en particulier le Transaction Services, l'évaluation et la modélisation financière. C'est vrai que dans une de mes autres vidéos en parlant du retraitement de l'EBITDA, j'avais mentionné l'importance de faire une VDD, que ça pouvait avoir un intérêt considérable, en particulier sur la valorisation. Toi qui es c'est un de tes domaines d'expertise, est-ce que tu peux nous dire plus en détail ce que c'est une VDD? Alors VDD, c'est l'acronyme de Vendor Due Deal et c'est souvent confondu avec la due deal qui est l'audit d'acquisition qui est mené par un acquéreur, enfin par les conseils d'un acquéreur dans le cadre d'une opération de croissance externe ou de prise de participation au capital. La Vendor Due Deal, alors toujours dans le cadre d'une cession, enfin d'un projet de cession ou d'un projet d'ouverture du capital, en fait c'est une analyse financière approfondie qui est commandité par les actionnaires de la société, qui va faire donc les vendeurs, en deux mots, à l'aide d'un tiers indépendant, donc qui va mener cette mission pour le compte de l'entreprise à céder. Moi, je le vois souvent. Je suis convaincu que ça rassure les acheteurs, les investisseurs, et plus ils sont rassurés, plus ils sont capables de proposer une meilleure valorisation. Comment tu les rassures en fait? Où est-ce que va cette analyse financière? Alors, je pense que pour ça, enfin, il y a deux réponses que je voudrais te faire. La première, c'est peut-être dire ce qu'il y a dans une VDD, parce que ça permet de faire un passage rapide sur le périmètre de la mission, ce qu'on retrouve dans un rapport de VDD, et puis ensuite peut-être en numéro 2 te donner les avantages de faire une VDD et ce que ça peut apporter dans une opération de cession ou d'ouverture du capital. Pour démarrer, qu'est-ce qu'on trouve dans un rapport de VDD? En gros, la même chose que dans une due deal ou audit d'acquisition, on va trouver une première partie sur la description de l'entreprise, son organigramme juridique, fonctionnel, des éléments de présentation, de système d'information, de la façon dont elle gère ses flux. En gros, on veut se faire une opinion sur la qualité de l'information financière qu'on va utiliser. En deuxième partie, on va faire une analyse financière. Et cette analyse financière, elle porte à la fois sur l'historique, la performance historique, donc le compte de résultat, les éléments bilanciels, la structure du bilan, tous les éléments qu'on peut, la dette, tous les éléments qu'on va trouver dans un bilan. Et puis on va s'intéresser au cash, bien sûr, donc avec le tableau de flux de trésorerie pour voir la capacité de l'entreprise à générer du cash et éventuellement à pouvoir faire face après l'opération à des remontées de dividendes par exemple pour financer une partie de l'acquisition. On va également regarder quand c'est disponible le futur, le business plan, la qualité du business plan, les hypothèses qui ont été retenues, et puis on va faire un certain nombre de retraitements pour essayer d'approcher du mieux possible les agrégats qui vont servir à l'évaluation. Alors je pense classiquement en fait à la dette nette, bien entendu, et puis à l'EBITDA ou l'EBIT normatif, et donc on va procéder à un certain nombre d'ajustements avec la même vision que celle qu'auraient les conseils de l'acquéreur qui mènerait en fait la même mission. Donc ça c'est pour ce qu'on trouve dans la première partie de réponse, ce qu'on trouve dans un rapport de VDD, et puis en numéro 2, à quoi ça sert? Alors moi je trouve ça toujours très intéressant parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. On trouve de plus en plus de VDD dans nos missions. C'est pas 100% des missions, il y a beaucoup de sessions ou de prises de participation qui se font sans VDD, mais je trouve que ça apparaît quand même de plus en plus souvent. Quand je l'explique à nos clients, parce qu'on me demande souvent l'intérêt de faire une VDD, puisque évidemment au passage ça coûte un petit peu d'honoraires, donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Ce que je leur explique, c'est que d'abord on intervient en amont de l'opération, et donc en amont de l'opération avec le même regard que les auditeurs de l'acquéreur ou de l'investisseur, on va identifier un certain nombre de sujets qui peuvent être éventuellement des irritants, qui peuvent conduire jusqu'à faire capoter une opération, ce qu'on appelle les deal breakers. On peut identifier donc un certain nombre de sujets qu'on va être capable de traiter, pour lesquels on va déjà être en mesure d'apporter éventuellement des solutions, pas toujours, mais éventuellement des solutions, en tout cas des éléments de réponse, ce qui évite de se retrouver en plein milieu d'un process avec tout d'un coup des éléments surprises qui apparaissent et pour lesquels on n'est pas préparé à répondre. Et évidemment, ces éléments qui peuvent apparaître en plein milieu d'un process sont plutôt des éléments en défaveur du cédant et donc ils vont avoir tendance à minimiser le prix. Donc ça, c'est le premier intérêt de la VDD, c'est que ça permet de travailler en amont de l'opération sur la compréhension de l'entreprise et sur les éventuels points délicats qu'on pourrait être amené à traiter par la suite. Ça, c'est fondamental. Le deuxième intérêt, puisqu'on est dans les intérêts de la VDD, le deuxième intérêt, c'est pendant le process. Un process de cession ou d'ouverture du capital, tu le sais très bien, ça prend du temps.
c'est long, ça mobilise des ressources, ça mobilise de la matière grise, et pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et donc souvent, le dirigeant et son équipe de direction, son management, sont très très sollicités, des fois peut-être un peu plus que ce qu'ils devraient, et donc ça peut avoir des conséquences sur l'opérationnel, sur le quotidien de la société. Donc c'est dommage de risquer en fait une perte de performance de l'entreprise parce qu'on est très sollicité. Donc avoir ce rapport de VDD, ça permet en fait de fournir aux acquéreurs, investisseurs potentiels, une information normée dans le format qu'ils attendent. Donc c'est ce qui est très intéressant. C'est une quantité d'informations quand même importante. On leur fournit des rapports de VDD qui sont quand même très très détaillés. Donc ça permet de ne pas solliciter ou de peu solliciter le management et la direction. Ça permet de contrôler le process, en tout cas de mieux contrôler le process, en travaillant sur une information qui a déjà été digérée, analysée, et qui permet de faire, de nouer un dialogue efficace et fluide entre des parties qu'on va tenter de mettre d'accord autour d'un deal. Ouais, c'est super intéressant. Moi, ce que je vois et où je voudrais rebondir, c'est la partie préparation. C'est-à-dire que plus on a le temps de préparer, plus on maîtrise le temps de la préparation. C'est là aussi où on peut s'adapter, nous en tant que conseil du cédant, au calendrier ou en tout cas à l'agenda du cédant. Une fois qu'on est en fin de process et que c'est plus les acheteurs, les investisseurs qui pressent pour réaliser les audits, là on a moins de maîtrise sur ce calendrier. Donc c'est aussi l'intérêt, là, je trouve intéressant de la VDD, on est en contrôle. Oui, c'est ça. Exactement. Je vais pas te paraphraser, mais c'est totalement ça. On a une bien meilleure maîtrise du process. Alors on peut réussir une opération de cession ou d'ouverture de capital sans faire de VDD. C'est pas un passage obligatoire. Simplement quand on veut se donner toutes les chances de réussir et en étant dans l'anticipation, dans la mesure du possible, dans la meilleure anticipation, c'est ce que dit notre ami Eliade en permanence dans ses posts, anticiper, mais je pense que je le rejoins totalement sur ce sujet. Mieux on prépare, mieux on est armé, mieux on défend ses intérêts, et mieux on est en mesure de faire une opération dans les meilleures conditions. Intéressant. Et je voudrais aussi rebondir, la VDD, c'est un lien très proche avec la valorisation. Je sais que un des domaines d'expertise, c'est l'évaluation d'entreprise pendant un deal ou même en dehors, finalement. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte à un dirigeant cédant ou même à un dirigeant qui ne pense pas encore à la cession? Alors effectivement, je pratique aussi, je fais beaucoup de missions d'évaluation avec mon équipe. Alors c'est toujours intéressant. Bon, d'abord l'évaluation, il y a toujours un sujet. C'est-à-dire quand on fait une évaluation pour un dirigeant, en principe il y a un projet à court, moyen ou long terme. C'est rare qu'un dirigeant nous demande une valorisation juste pour le plaisir. Ça pourrait arriver, mais c'est pas l'idée. Généralement, il y a une idée derrière, peut-être de transmission ou de cession ou d'ouverture du capital. Donc bon. Et dans toutes ces opérations là, même pour finalement une transmission, donc en fait à titre gratuit aux enfants, il va falloir mettre une valeur, il va falloir définir une valeur ou une fourchette de valeur. Donc nos missions d'évaluation en fait consistent à analyser l'entreprise, ses performances historiques, le marché dans lequel elle évolue, on tient un certain nombre de paramètres pour émettre un rapport de valorisation qui va donner une fourchette qui permettra aux dirigeants de positionner son entreprise. Alors j'insiste peut-être juste sur un point, c'est que généralement c'est ce qu'on appelle une évaluation stand-alone, donc c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte d'un contexte de rapprochement avec une autre entreprise avec lesquelles il pourrait y avoir des synergies par exemple. Voilà, c'est vraiment la valorisation prise isolément des titres que détient le dirigeant. Et est-ce que tu as un exemple justement de mission que tu as pu faire en évaluation qui... Oui, bien sûr. Alors, des exemples, j'en ai beaucoup, mais en tout cas une mission qui aurait eu un impact particulier. Effectivement, j'ai une mission en tête dans le domaine industriel. Un dirigeant qui avait un projet de cession et qui voulait d'abord savoir quelle pouvait être la valeur de son entreprise. On fera peut-être tout à l'heure un complément sur la différence entre la valeur et le prix. Exactement. Mais pour l'instant on parle de valeur, donc on a fait un très beau rapport d'évaluation sur sa société et sur la valorisation qu'on pouvait raisonnablement attendre des titres de cette société. Et puis l'opération de cession a démarré et on a reçu une lettre d'intention de la part d'un acquéreur potentiel, et surprise ou pas, mais la lettre d'intention faisait une proposition de valorisation à la moitié de ce qu'on avait annoncé quelques semaines ou quelques mois auparavant dans notre rapport d'éval. Donc évidemment, ça a mis un peu de flottement dans le dossier. Est-ce que le dirigeant devait accepter ou pas l'offre? Comment est-ce que ça devait être discuté? Alors on était sur un rapport de 1 à 2. Donc les discussions entre acquéreurs et cédants, là c'est un peu compliqué. Quand on a un écart plus faible, on peut
tenter de rapprocher les parties, ça fait partie de nos missions bien sûr, mais là on était trop éloignés et on avait tellement fait de pédagogie autour de ce rapport d'évaluation, on avait tellement on avait pris du temps pour expliquer aux dirigeants quels étaient les déterminants de la valeur et pourquoi, etc. Il a finalement utilisé notre rapport d'évaluation pour écarter cette offre qui était insuffisante, qu'il aurait peut-être, je n'en sais rien, mais qu'il aurait peut-être accepté s'il n'avait pas fait ce appel à nous pour cette mission d'évaluation au préalable. Donc il a écarté l'offre, et il a bien fait, puisque quelques semaines ou quelques mois plus tard, il a eu une deuxième offre. Le closing a lieu la semaine prochaine, donc je m'en réjouis tout particulièrement. Une offre dans la fourchette de valeur, et plutôt dans le haut de la fourchette de ce qu'on lui avait annoncé, avec, c'est la cerise sur le gâteau, un petit complément de prix sur les performances futures. Et je pense que là, la différence qu'on a fait avec notre rapport d'évaluation, c'est que ça a permis aux dirigeants de se servir de ça comme outil d'aide à la décision, pour ne pas prendre une très mauvaise décision in fine. Alors c'est toujours plus facile à dire après qu'avant, hein, rétrospectivement on a les données aujourd'hui, mais il s'en est servi comme un outil d'aide à la décision, et ça l'a vraiment conforté dans sa démarche intellectuelle. Donc je crois qu'on a fait la différence avec ça. Ça c'est un point clé que moi j'évoque souvent, c'est le fait de rassurer le dirigeant au moment d'une opération sur le fait qu'il prenne la meilleure décision possible. Et c'est on est jamais des magiciens dans une transaction. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est assurer notre client, voilà, toutes les offres sur la table, c'est les meilleures du marché, en tout cas au moment présent. Pour aussi compléter une vidéo que j'ai faite sur les retraitements de l'EBITDA, est-ce que tu as vu dans un dossier un retraitement qui pourrait être inhabituel? Oui, alors les retraitements de l'EBITDA, d'abord c'est pas une science exacte, puisque c'est l'appréciation de l'auditeur, avec un curseur qui peut être plus ou moins mobile en fonction des contextes, etc. Donc, mais oui, effectivement, j'ai un dossier en tête dans lequel c'était intéressant de voir dans le secteur du transport routier de marchandises, et de voir que les plus-values réalisées régulièrement, tous les ans, sur la cession du parc de camions que l'entreprise n'utilisait plus, en fait, ces plus-values qui étaient en exceptionnel, résultat exceptionnel, en fait, étaient remontées dans les l'EBITDA, puisque l'évaluateur avait considéré que ça faisait partie de l'activité économique normale de l'entreprise. Okay. Quelle est l'influence du contexte actuel sur tes travaux? Oui, c'est une question intéressante, parce qu'effectivement, on a un contexte qui n'est plus du tout le même qu'il y a... Alors, il y a 2 ans, c'était le Covid. On pensait qu'on serait sorti voilà, il y a la conjoncture, l'inflation, le coût de l'énergie, la pénurie de main-d'œuvre, de matières premières. Donc forcément, quand on fait un travail d'évaluation, on regarde le passé, mais on regarde aussi le présent et l'avenir. Donc on ne peut pas ignorer ces sujets, et on me pose souvent la question en me demandant comment on intègre ça dans nos travaux. Et alors il y a deux sujets. D'abord, il y a un sujet mais qui est plus technique sur le taux d'actualisation, comment on intègre le coût du risque ou le coût du risque supplémentaire dans le taux d'actualisation, mais je propose qu'on laisse ce sujet peut-être pour une autre fois. En fait, le vrai gros sujet, c'est la qualité des business plans, puisqu'on a un historique sur, si on regarde 3 ans en arrière, on a probablement au moins une année et demie de Covid. Donc avec des chiffres qui peuvent être un peu exotiques, en tout cas pas normatifs. Et puis quand on regarde vers l'avant, tous les business plans n'ont pas forcément intégré de manière... alors personne n'a de boule de cristal, hein, c'est pas du tout une critique pour personne, mais personne n'a forcément la vraie réponse pour intégrer le coût de l'énergie, la main d'œuvre, enfin l'inflation en règle générale. Donc on est peut-être encore plus attentif qu'avant à la qualité du business plan et à la justification des hypothèses. Est-ce que tu peux aussi nous présenter ton parcours? Oui, alors effectivement, moi j'ai un parcours, plus les années passent, plus la présentation est longue, mais en gros, de manière synthétique, donc j'ai commencé dans la compta, un petit peu par hasard, j'avais pas de projet défini à cette époque-là. Ensuite, j'ai créé une société d'informatique, fin des années 90, que j'ai revendu, et puis j'ai fait un passage par la banque en contrôle de gestion et en comptabilité, pour finir par passer mon diplôme d'expertise comptable à Strasbourg en 2006. Et donc j'ai eu un parcours ensuite de 2006 à 2014, mi-conseil, mi-expertise comptable, donc production de comptes annuels et mission de conseil pour des dirigeants d'entreprise. Et puis en 2014, j'ai rejoint KPMG avec donc l'ambition de travailler plus que sur le conseil, et donc je me suis spécialisé depuis environ 10 ans sur les métiers du deal chez KPMG. On parlait en off de qu'est-ce qu'un étudiant devrait développer comme compétence pour intégrer et puis de se développer dans des métiers du M&A, de la transaction. Et tu parlais de la compta. Et toi, on voit un background très très compta. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là et pourquoi c'est important? Et s'il y a aussi d'autres compétences ou d'autres conseils à donner à des étudiants?
Ouais, avec plaisir. J'ai un peu de recul, donc forcément, c'est plus simple après. D'abord, les compétences qu'on doit avoir dans ces métiers. Alors, quand on dit ces métiers, on parle de M&A et de TS, en gros, hein, pour donc Eval en fait partie. C'est des métiers qui nécessitent d'avoir une bonne culture générale, très bonne culture générale, et d'être très intéressé par le monde de l'entreprise. Parce que avant d'exécuter une mission, il faut comprendre son environnement, comprendre comment fonctionnent les entreprises, quels sont leurs intérêts. Donc ça, je pense que c'est un point qui est essentiel. Faut être capable de travailler un petit peu dans des délais contraints, parce que les missions elles démarrent souvent du jour au lendemain. Dès que la lettre d'intention est signée, il faut diligenter les audits et voilà, on peut pas les faire dans 6 mois, il faut les faire rapidement. Donc ça nécessite d'être un petit peu agile aussi pour prendre en charge des volumes de travail qui peuvent être importants dans les délais des cours. Heureusement, on est en équipe et puis on s'amuse dans notre métier. C'est quand même passionnant. C'est bien aussi de parler anglais, au moins de le comprendre bien, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont financiers et donc qui sont anglais. Et puis la compta, oui, effectivement, Valentin, je pensais pas dire ça un jour, mais je te le dis, il faut être bon en compta, ou en tout cas, il faut aimer cette matière, parce que la matière première que l'on va utiliser, que ce soit pour faire de l'évaluation, du TS ou du M&A, la matière première, c'est l'information financière qui, sans surprise, est faite à base de comptabilité. Dans la continuité de ce que tu viens de dire, est-ce que tu aurais quelques conseils pour le parcours d'un jeune? Effectivement, moi je suis sollicité de temps en temps, et puis on recrute, on est en développement, nos équipes, et puis turnover naturel, etc. Bref, donc les sujets de recrutement sont présents quasi de manière quotidienne. En fait, je pense que d'abord il faut lever peut-être un mythe autour de le parcours académique est important. Il faut pas dire que ça n'a aucun sens, parce que il est important, mais ce n'est pas une condition sine qua non. On recrute dans nos équipes des profils qui n'ont pas forcément le parcours académique classique, la top école de commerce parisienne, ou qui sont de très bons parcours, mais on a des ingénieurs, des gens qui ont des parcours différents. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'une personne en fait à se projeter dans une mission, à comprendre ce qui se passe, à avoir le sens du travail collaboratif, à faire preuve de curiosité, et de temps en temps, c'est intéressant d'avoir des profils qui sont un peu différents et qui vont apporter quelque chose de différent. C'est pas la peine qu'on ait tous en fait finalement la même approche, la même façon de penser. C'est bien d'avoir une certaine homogénéité, mais on s'interdit pas du tout de regarder d'autres types de profils. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est tenter votre chance, rencontrer du monde, discuter. Si ce sont des métiers qui vous attirent, quand bien même vous n'auriez pas le parcours classique, je pense que c'est pas du tout une problématique. Juste pour rebondir, c'est intéressant quand tu dis rencontrer du monde, l'aspect réseau. Maintenant, on y a accès avec LinkedIn par exemple. On peut développer son réseau même sans en avoir vraiment à la base. Voilà, je trouve que c'est peut-être intéressant aussi d'insister là-dessus et de se dire que c'est possible. Bien sûr. LinkedIn est un formidable outil pour se faire du réseau, prendre des contacts, parce qu'on est tous accessibles. Enfin, à partir du moment où on a décidé d'être présent sur LinkedIn, c'est qu'on accepte aussi de prendre des contacts, de discuter, de donner un coup de main. On a aussi, nous, des demandes de temps en temps, donc il faut accepter le jeu, et je pense qu'il faut pas du tout voir ça comme un frein. Donc je pense que c'est bien que tu le soulignes, oui, en effet. Peut-être sur le parcours, c'est un métier, on a parlé de compta tout à l'heure, de comptabilité. Je pense que techniquement, c'est un métier qui demande à être à l'aise avec la manipulation, alors pas au sens fraude, mais l'utilisation de volumes de data importants. Donc c'est bien d'être à l'aise avec Excel, par exemple, qui est un outil plutôt sympathique pour ça, ou Power BI, ce type de sujet. Bien sûr PowerPoint pour les rapports, ou voilà. Donc je pense qu'il faut quand même être un petit peu à l'aise avec l'informatique. Et donc il y a une voie qui est intéressante pour, sauf à rentrer directement en TS ou en M&A, ce qui est tout à fait possible, en tant que junior ou même en tant que stagiaire, ce qui est un passage qui peut se faire de manière très très naturelle. Un passage intéressant peut être l'audit, faire quelques années en audit pour ensuite bifurquer vers le TS par exemple, parce que l'audit est quand même un parcours extrêmement formateur qui permet peut-être à des gens de muscler leurs compétences autour de ces sujets data, analyse, rigueur du process, et ensuite de basculer plus facilement en TS. Ok. Écoute, merci Olivier pour toutes ces informations. J'ai été ravi de t'accueillir et j'espère que ça a pu aider de nombreuses personnes. Merci pour l'invitation. À bientôt Valentin.